représentant des fameuses plateformes territoriales ou encore de la directe, que ce soit au niveau régional ou au niveau des départements. Donc là, on est entre nous, entre partenaires, entre parties prenantes autour de ce dispositif. Et l'idée, voilà, c'est d'être tous à même niveau d'information sur transition collective qui va collectivement nous mobiliser sur cet exercice 2021. Avant toute chose, quand même, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on reste très humble sur la posture qui est la nôtre. Transition Pro Île-de-France n'est pas le grand sachant. Nous ne savons pas tout. On a, comme vous, lu l'instruction. On a une expérience parce que, bien évidemment, le dispositif de reconversion qui est aujourd'hui le projet de transition professionnelle, nous le maîtrisons. Et transition collective et le PTP sont quand même assez proches. Donc, ça nous donne sans doute des billes de compréhension supplémentaires. Et puis, nous avons un rôle clairement identifié dans l'instruction de coordinateur aux côtés de la directe sur ce dispositif. Donc, c'est vraiment ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui auprès de vous pour partager ce que l'on sait. Maintenant, vous le verrez de manière très claire, beaucoup de questions à ce stade sont encore soulevées, sans réponse, en attente de l'apparition d'une foire aux questions par la DGFP. Donc voilà, on n'a pas vocation à répondre à tout. Par contre, à partager ce que l'on sait, ça oui, avec grand plaisir. Et voilà, c'est un peu l'ambition du jour, c'est d'être tous à même niveau d'information. Donc voilà, on va démarrer ce webinaire et je vais moi-même agrandir le contenu pour mieux voir ce que je fais. Hop, allez, c'est parti. Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu quel va être le déroulé. Donc, on a 1h30 devant nous, ce qui inclut et le temps de présentation, mais également les questions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on traitera les questions par écrit dans le chat, mais également certaines, on les relaiera à l'oral pour pouvoir vous répondre et puis avoir quelque chose de plus interactif. Avec, à chaque fin de petite période, on reprendra les questions. On ne traitera pas toutes les questions à la fin parce que sinon, ça va faire un peu bloc, puis c'est un peu décousu dans le déroulé. Donc voilà ce qu'on vous propose comme ordre du jour. On va d'abord vous parler assez brièvement de Transition Pro Île-de-France. Qui sommes-nous pour que vous compreniez bien voilà quel est notre champ d'activité et notre périmètre. Ensuite, on va parler bien évidemment de ce qui nous concerne aujourd'hui, à savoir transition collective, donc dit Transco. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif et qu'est-ce qu'en dit l'instruction? Donc on va aller rebalayer un petit peu dans les grandes lignes. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la philosophie de ce dispositif? Ensuite, on fera un point un peu de comparaison entre justement le PTP, projet de transition professionnelle, et Transco, car vous le verrez, ce sont deux dispositifs qui ont des différences, mais qui ont quand même un socle commun, donc qui sont relativement proches. Je pense notamment aux acteurs du CEP qui connaissent bien le PTP, vous n'êtes pas déboussolés puisque Transco est quand même assez similaire pour partie en tout cas. Et ensuite, on viendra vraiment étudier les acteurs. Qui fait quoi? Qui, c'est notamment vous, c'est notamment nous. C'est toutes les parties prenantes autour de la table. On a tous un rôle dans ce nouveau dispositif. Donc, l'idée, c'est de faire un zoom sur le rôle qui est attendu, en tout cas à ce stade, de chacun des acteurs. Donc, avec un zoom sur le rôle des OPCO, celui des entreprises, celui des CEP, celui des salariés, celui de Transition Pro, mais également celui des plateformes. Sachant qu'il y a quand même d'autres acteurs, mais voilà, là, on se concentre sur cela. Et on bouclera rapidement sur la communication nationale qui est prévue sur Transco. Donc voilà le déroulé qu'on vous propose. Et donc peut-être avant toute chose nous présenter. Donc on prendra la parole, Laetitia et moi, et Françoise prendra la main sur le chat pour répondre au mieux à vos questions. Donc pour ma part, je suis Mona de Marchelier, je suis donc responsable du développement des partenariats chez Transition Pro Île-de-France et je laisse mes deux collègues se présenter tour à tour. Vas-y, peut-être Laetitia dans un premier temps. Ah, tu n'as pas ton micro. Plus de son. Tout à fait, effectivement. Donc, merci. Donc, Laetitia Gamrasni, je suis chargée de mission en partenariat et chargée de mission suivie du CEP, qui est une des nouvelles missions des transitions pro depuis janvier 2020. Donc, Françoise Gomez, je suis chargée de mission donc, au pôle partenariat également, en charge notamment du déploiement du certificat CLEA au niveau de l'Île-de-France. Et ben voilà, comme ça, vous nous connaissez. Maintenant, on est hyper copains et on va pouvoir démarrer le webinaire. Et je vais commencer par laisser la parole à Laetitia qui va nous parler justement de Transition Pro Île-de-France et de qui nous sommes et ce que nous faisons. Voilà, donc afin déjà de commencer à avoir le même niveau d'information, avant de partager avec vous ce que nous savons de transition collective, d'abord faire un petit focus sur Transition Pro, puisque pour certains d'entre vous, vous nous connaissez, d'autres un peu moins, et certains nous connaissent aussi sous notre ancien nom. Donc Transition Pro, nous nous appelions, jusqu'en janvier 2020, nous nous appelions FONGECIF,
Et pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous avez gardé encore cette appellation en tête. Donc, Transition Pro, nous sommes les ex-FONGECIF. Il existe 17 associations Transition Pro en métropole et en outre-mer. Donc, nous sommes affectés à des régions. Donc, c'est pour ça que vous verrez à chaque fois Transition Pro et le nom de la région qui sera accolé derrière. Et donc, chaque Transition Pro est dotée d'un conseil d'administration paritaire et nous sommes pilotés par une structure nationale qui est en charge de la coordination des 17 structures et c'est Certif Pro. Il s'agit de l'interlocuteur donc national de tous les Transitions Pro et c'est également l'association qui gère la certification paritaire interprofessionnelle CLEA, dont Françoise est la représentante ici avec nous. C'est Madame Cléa. Alors, Transition Pro, donc nous sommes administrés par les partenaires sociaux, donc des syndicats de salariés, des organisations patronales, et nous sommes agréés par l'État. Nous sommes en charge de 3 grandes catégories de missions. Une première mission qui va être relative au projet de transition professionnelle et à la reconversion, notamment à travers le financement du PTP, le projet de transition professionnelle. Donc, on va en parler un peu dans ce webinaire puisque effectivement, il y a des similitudes avec le dispositif Transco. Et pour ceux qui connaissaient avant le PTP, on est assez proche du CIF, le congé individuel de formation qui a également disparu en décembre 2019. Nous copilotons également avec les opérateurs du CEP et avec le Pôle emploi pour le final, donc le dispositif démissionnaire, donc qui permet à un salarié de quitter son activité et espérer percevoir donc des allocations retour à l'emploi, donc les ARE, si sa situation le lui permet. Jusqu'au 30 juin 2021, nous finançons également un forfait VAE à hauteur de 2 000 €. Donc voilà, qui prend en charge les 3 étapes de recevabilité, d'accompagnement et de présentation au jury. Nous veillons également au contrôle de la qualité des formations que nous finançons au titre du PTP. Voilà pour la première grande mission. La deuxième mission qui nous est attribuée, ça va être une mission d'information, d'observation et de partenariat. Une double mission au niveau des CEP, déjà de l'aiguillage du public vers l'un des 5 opérateurs du CEP, que sont l'APEC, le Cap Emploi, Mission locale, Pôle emploi et Groupement Évolution pour l'opérateur des actifs. Donc, j'espère que j'ai bien dit les 5. Et une deuxième mission sur le CEP, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis janvier 2020, il y a une mission d'animation du réseau des opérateurs du CEP, qui est donc ma mission plus particulièrement. Une mission d'analyse des besoins en emploi et en compétences en Île-de-France, puisque nos financements et nos missions d'analyse sont toujours en lien aussi avec le marché de l'emploi francilien. Donc, nous faisons une veille sur ces sujets-là pour rester toujours en lien et en connexion avec les besoins du territoire. Et enfin, donc la troisième mission représentée par Françoise ici présente, donc une mission de déploiement et de promotion de la certification paritaire interprofessionnelle CLEA, donc qui représente la certification du socle de connaissances et de compétences qui permet à chaque individu d'avoir un niveau de base avant de se diriger peut-être vers une autre formation ou peut-être d'acquérir un premier niveau de qualification. Alors, je suis un peu mal à l'aise d'en parler parce que je me dis que Françoise en parlerait nettement mieux que moi, mais voilà pour les premiers éléments sur ce sujet. Et je laisse Mona reprendre la suite. Oui, alors maintenant alors peut-être déjà à ce stade, n'hésitez pas, si encore une fois je le précise, vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les inscrivez dans le chat, on vous y répond, ça peut être aussi un peu au-delà du périmètre de ce qu'on vous présente aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas, Françoise est aux aguets, et vous êtes à peu près 65 participants, donc voilà, vous êtes nombreux autour de la table. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à planter le décor des transitions collectives en vous parlant de ce nouveau dispositif avec effectivement comme clé de lecture essentiellement l'instruction qui a été publiée par la DGFP.
Donc, en propos introductifs, bien évidemment, rappeler que c'est un dispositif qui est nouveau. Hein, là, je pense qu'on l'aura tous compris, d'où l'engouement pour le sujet. C'est un dispositif qui a été donc co-construit avec les partenaires sociaux et qui est financé dans le cadre de France Relance. Donc, à ce titre, 500 millions d'euros de FNE formation sont mis autour de la table, ce qui pourrait correspondre à peu près à 160 millions d'euros au niveau de l'Île-de-France, puisqu'on représente à peu près 30% du poids national, mais ça reste à ce stade une estimation. En termes de nombre de dossiers finançables, c'est 2021-2022, on serait sur un potentiel de 7500 dossiers. 7500 dossiers, c'est très important par rapport à ce que l'on fait chez nous, pour nous, Transition Pro, par rapport à ce que l'on fait habituellement. Ça vient quasiment doubler la masse de dossiers que l'on serait amené à gérer et à piloter à notre niveau, juste pour qu'on se rende compte en termes de masse, ce que ça représente, c'est quand même très très conséquent. Je pense notamment aux OPCO qui, un dossier de reconversion coûte très cher puisqu'il y a un maintien de rémunération sur une durée assez longue. Donc c'est important aussi de se rendre compte de ce que ça représente. Donc c'est un dispositif, et voilà, c'est encore une fois la raison de votre venue aujourd'hui, qui nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs de l'écosystème emploi-formation. Bien évidemment, la directe, et je salue au passage Madame Isabelle Guénaud, qui je crois est parmi les invités, mais il y a aussi d'autres représentants, notamment des unités départementales de la directe, nos collègues des OPCO, nos collègues aussi des CEP, les entreprises qui ne sont pas bien sûr aujourd'hui visées par le webinaire, les Transition Pro bien sûr, ainsi que les représentants également des plateformes, et je pense que certains sont présents. Bonjour Isabelle. Donc voilà, vous avez compris, on est très nombreux pour faire en sorte que ce dispositif fonctionne, et ça ne se fera pas sans l'implication de tous. C'est parce qu'on travaillera tous ensemble main dans la main que ça peut fonctionner, sinon il y aura des trous dans la raquette. Alors, l'instruction de la DGEFP, c'est elle qui pose le cadre. Elle a donc été publiée le 11 janvier 2021, donc ça reste à l'échelle du temps assez récent, et c'est elle qui vient expliquer qu'est-ce que c'est que ce nouveau dispositif. Ce dispositif, il vise à protéger les salariés dont l'emploi est considéré comme étant menacé. Alors, ça peut ne pas être menacé immédiatement, ça peut être menacé à terme, c'est-à-dire l'entreprise va se dire « Ah, dans 2 ans, ce type d'emploi va être amené à disparaître. J'anticipe sur les mutations de mon entreprise. » Ça ne veut pas dire qu'elle est à l'aube nécessairement d'un PSE. Donc ça, je préfère le préciser. En leur proposant de se former et de s'engager donc dans une démarche de reconversion, on verra ce que c'est qu'une reconversion tout à l'heure, pour exercer un métier qui est identifié comme étant porteur dans le bassin d'emploi. L'idée, c'est pas je passe d'un emploi qui est amené à disparaître pour aller vers un autre emploi amené à disparaître. On est vraiment sur quelque chose qui donne de la perspective en termes d'emploi. Et bien évidemment, la philosophie, c'est éviter de passer par la case chômage. Donc, on anticipe les ruptures de contrat, on anticipe les éventuels licenciements, les éventuelles mutations, et on s'inscrit dans une reconversion en amont de tout ça. Donc ça, c'est la philosophie du dispositif. Et si vous souhaitez consulter l'instruction, vous le voyez sur ce support. Et je rappelle que vous pouvez donc le télécharger à votre niveau. Il est en libre accès. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez à ce stade, du coup, consulter l'instruction dans sa globalité, qui de mémoire fait à peu près 17 pages. Donc là, vous avez un niveau de détail assez important pour ce premier cadre posé par la DGEFP. Alors, transition collective, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse donc aux salariés. Les salariés doivent être soit en CDI, soit en CDD, soit être intérimaires. En revanche, à ce stade, transition collective ne vise pas les salariés qui sont intermittents du spectacle, ce qui est une zone de divergence avec le PTP. Il vise les salariés dont l'emploi donc est considéré comme fragilisé, menacé à terme. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est imminent, mais en tout cas c'est cette logique-là. Et pour cela, l'emploi de la personne doit être ciblé dans un accord de GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. L'accord GEPP pouvant prendre une forme plus ou moins formelle, complexe, on va dire, plus ou moins standardisée selon la taille de l'entreprise. Au-delà de 300, on est sur un vrai formalisme. En dessous de 300, on est sur un accord un peu plus minimaliste. Cet accord devant être négocié avec les éventuels représentants du personnel de la structure. Ces salariés, donc, l'objectif, c'est d'anticiper une rupture de parcours et un éventuel licenciement pour motif économique. Donc, on est vraiment dans une logique d'anticipation. Et les salariés, c'est très important de le ressouligner, ils doivent être absolument volontaires. Et pour garantir le fait qu'ils sont volontaires dans la démarche, il est obligatoire qu'ils soient accompagnés par un CEP pour construire leur parcours professionnel à titre individuel. Donc, on est bien sur
malgré tout, vous l'avez vu avec l'accord de GEPP, un rôle important de l'entreprise, mais également une démarche très personnelle, très individuelle et volontaire du salarié. Donc, 2 niveaux. Et ces salariés, ils sont quand même ils sont éligibles sous conditions d'ancienneté, donc ce sont les mêmes conditions d'accès que pour le PTP. On y reviendra un petit peu plus tard. À noter également que les salariés qui sont d'ores et déjà visés par un PSE ou une rupture conventionnelle collective ne sont pas éligibles, ils sont exclus du dispositif, parce qu'il ne peut pas y avoir double dispositif qui se cumule. Donc là, on a vu le pour qui. On va voir le pourquoi faire, parce que transition collective, on a vu à qui ça s'adresse, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces fameux salariés en reconversion? Ils peuvent suivre donc une formation qui est impérativement certifiante. Une formation certifiante pouvant être composée de un ou de plusieurs actions. Et qu'est-ce que c'est qu'une formation certifiante? Et là, je vais utiliser un jargon, mais que beaucoup d'entre vous maîtrisent déjà. Ça veut dire que la formation doit être inscrite au RNCP, au répertoire spécifique, que ça doit constituer un bloc de compétences, ou également, ça peut être également une VAE. Donc, on a 4 types de formations certifiantes qui rentrent dans la démarche. Cette formation certifiante, elle a une durée qui ne doit pas excéder 24 mois ou 2400 heures. Donc voilà, on est quand même sur une démarche assez longue qui est plus importante que ce que l'on pratique aujourd'hui sur le PTP. Donc, on est quand même sur une démarche de reconversion. Maintenant, je pense qu'on sera sur une moyenne de 6 à 9 mois sur les démarches de reconversion, puisqu'il n'y a pas nécessairement un besoin impérieux de suivre une formation de 3 ans si le diplôme peut être atteint en 9 mois. Donc, ça nécessitera bien évidemment une autorisation d'absence de l'employeur pendant la période où la personne sera en formation. L'organisme de formation qui va délivrer cette formation et derrière le diplôme doit absolument être un organisme de formation certifié Datadoc, et il sera impératif que le stagiaire fasse un positionnement préalable. Ça, c'est obligatoire. Ça va permettre d'adapter le parcours, d'en adapter la durée en fonction de l'individu. On n'est pas, encore une fois, sur quelque chose, une reconversion, ce n'est pas quelque chose qui est standardisé. Chacun arrive avec sa mallette de compétences, avec son histoire, et du coup, l'organisme de formation doit adapter pour chacun des individus le parcours. L'objectif, c'est bien évidemment d'évoluer professionnellement ou de se reconvertir. Et qu'est-ce qu'on entend par ce mot reconversion? Je vais prendre 2 exemples. La reconversion, ça peut être « je suis aujourd'hui caissier et je veux devenir aide-soignant ». Là, on est un peu sur une reconversion où on change totalement de secteur d'activité et de métier. Donc là, souvent, c'est un peu le genre d'image que l'on a où je veux devenir ébéniste, voilà, ce type de métier. Ça peut être aussi « je suis assistant RH et je veux devenir responsable RH ». Ça peut être des adaptations comme ça où je monte d'un cran, par exemple, sur une même profession, où je suis dans le secteur du BTP et je veux passer d'un métier à un autre. Donc voilà, ce qui est important, c'est le changement de code ROM. Quand on change de code ROM, alors c'est bon, entre le métier d'origine et le métier de destination, alors banco, on est éligible au dispositif transition collective. Ça doit donc viser, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, un métier qui est porteur dans la région. Donc, nous avons publié au niveau de l'Île-de-France une liste qui est assez large, assez étendue. J'ai une slide juste après sur le sujet qui inclut notamment les 30 métiers porteurs qui ont été publiés par le préfet de région. Mais celle que nous allons donc mettre en place en Île-de-France, elle est plus large pour essayer de brasser vraiment un nombre important de métiers, de perspectives d'emploi. Et cette liste, surtout, elle est à la fois étendue, mais aussi adaptable, puisque en ce moment, le contexte économique est assez mouvant. Donc, on s'adapte aussi au fur et à mesure que l'économie évolue dans le temps. Et enfin, sans mobiliser son compteur CPF. Ça, c'est très important, puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait un projet de transition professionnelle va avoir son compteur CPF décrémenté. En revanche, quand on fait transition collective, le compteur CPF reste non touché. Il est indemne, donc la personne pourra derrière le mobiliser pour faire d'autres actions. Donc voilà les éléments qui sont importants de porter à votre connaissance, et sachez que donc pendant tout le temps de la formation, le contrat de travail, il est suspendu certes pour pouvoir se former, mais il n'est pas rompu. Donc le salarié reste un salarié de la structure, mais il est en formation. Donc, je vais continuer les quelques slides qui suivent et ensuite on prendra le temps aussi de répondre aux questions qui n'auraient pas pu être traitées par écrit ou qui méritent d'être partagées. Le 3e point, donc on a vu pour qui, on a vu pour quoi faire, et maintenant la question c'est comment on finance tout ça.
Donc, c'est bien Transition Pro Île-de-France qui va bénéficier des fonds du FNE Formation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'inscrit dans France Relance avec les fonds du FNE Formation. Donc, la Direct va octroyer une enveloppe financière à Transition Pro Île-de-France pour pouvoir financer les dossiers. Qu'est-ce que Transition Pro Île-de-France va prendre en charge? Il va prendre en charge tout d'abord les coûts de la formation, donc là, les coûts pédagogiques. Il va maintenir le salaire des stagiaires qui sont en formation. Donc, les coûts pédagogiques, on les paye à qui? À l'organisme de formation. Le salaire, on le rembourse à l'employeur. Pour la majorité des cas, je ne rentre pas dans un niveau de détail trop important. Et enfin, on va pouvoir prendre en charge les éventuels frais annexes. Ce qui est important dans transition collective, c'est qu'en fonction de sa taille, l'entreprise de provenance va devoir cofinancer les projets de reconversion de ses salariés. Donc, si l'entreprise a moins de 300 salariés, donc jusqu'à 299 salariés, il n'y a aucun reste à charge. C'est donc l'État via Transition Pro Île-de-France et le FNE Formation qui finance 100% de la démarche. En revanche, à partir du moment où l'entreprise est entre 300 et 1000 salariés, l'entreprise va devoir prendre en charge 25%, laisser donc les 75% à la charge du FNE Formation et de Transition Pro Île-de-France. Et enfin, pour les entreprises de 1001 salariés et plus, alors là, le reste à charge pour l'entreprise sera plus important, il sera de 60%, avec l'État qui du coup compensera les 40% restants. Donc vous voyez, c'est plus l'entreprise est grosse, plus elle cofinance, plus elle est petite et moins elle a de dépenses à sortir. Sachant quand même que sur ce reste à charge de l'entreprise, il peut être éventuellement partagé, excusez-moi, je cherchais mon terme, avec l'éventuelle entreprise de destination, puisque comme là on est dans une logique de reconversion, on peut avoir quelqu'un qui va ensuite, après sa reconversion, se diriger vers une nouvelle entreprise. Et si cette entreprise veut dès le début fidéliser ce futur salarié parce qu'elle en a besoin, je pense notamment au métier par exemple assez symbolique d'aide-soignant où il y a une vraie pénurie, où les organismes cherchent à tout prix à recruter des aides-soignants, ils peuvent avoir un intérêt à cofinancer dès le début de la démarche pour s'assurer que la personne demain ira bien chez elle. Donc voilà pour la partie financement. Et dernière petite slide sur les éléments de cadrage. Vous avez à l'écran les métiers porteurs en Île-de-France. Alors, c'est pas hyper visible, mais ce qui est important de dire, c'est qu'on a 51 familles professionnelles qui sont représentées au niveau de la liste d'Île-de-France. Là, ce que vous avez, c'est la liste du préfet de région qui brasse déjà un bon nombre de secteurs d'activité. Vous allez avoir les secteurs de la santé, du sanitaire et social. Vous allez avoir le bâtiment et les travaux publics. Vous allez avoir quelques secteurs de l'industrie. Vous allez avoir les métiers du numérique. Enfin voilà, on a un certain nombre d'éléments, services à la personne. Donc voilà, certains métiers qui sont visés, mais dedans il y a des domaines, il y a des familles professionnelles et dans les familles il y a plein de métiers. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est à consulter la liste complète. Vous avez encore une fois dans le document que vous allez pouvoir télécharger, que vous pouvez d'ores et déjà télécharger, vous avez accès à la liste complète qui se situe sur le site internet de Transition Pro Île-de-France et qui inclut la liste publiée par le préfet de région, mais qui est un petit peu plus large. Donc voilà pour ces éléments. Si je ne dis pas de bêtises, ça nous emmène sur la partie d'après. Et donc avant d'enchaîner, peut-être Françoise, c'est peut-être le moment des questions-réponses qui n'auraient pas pu être traitées ou qui méritent d'être partagées aussi avec l'ensemble des participants. Tout à fait. Donc, il y a quelques questions en fait par rapport à l'accord GEPP. L'entreprise doit-elle obligatoirement avoir un accord GEPP ou un PV de désaccord est-il suffisant ? Ou un PV de désaccord est-il suffisant? Alors, ce que dit l'instruction, c'est qu'on est bien sur un accord de GEPP imposé. C'est quand même la porte d'entrée du dispositif. Qu'il n'y ait pas pu avoir de négociations ayant abouti. Normalement, le CSE doit apporter un avis consultatif. Et je ne pense pas qu'il soit bloquant. Alors après, je voudrais pas dire de bêtises parce que je ne suis pas experte du sujet. Si toutefois on a un expert aussi des accords de GEPP autour de la table qui n'hésite pas à apporter des réponses dans le chat, on est preneur parce qu'effectivement, ce n'est peut-être pas là où on est les plus compétents, sachant qu'effectivement dans les protagonistes sur l'accord de GEPP, ça va plutôt être un rôle un rôle d'accompagnement qui va être plutôt confié aux OPCO, mais également à la Direct qui va avoir pour mission notamment de valider ces fameux accords et de délivrer un récépissé. Donc si quelqu'un autour de la table a des éléments de précision à nous apporter, on est preneur. J'ai peur de dire des bêtises si je vais plus loin dans mes explications. Donc autre question, peut-il s'agir d'une reconversion dans une autre région ? Ah oui, tout à fait. Alors peut-être Laetitia sur les histoires de mobilité régionale, tu es en capacité d'en dire plus que moi.
Oui, pardon. Alors effectivement, je continue à répondre aux mails de personnes qui n'arrivent pas à entrer dans la salle. Donc oui, effectivement. Alors les règles sont proches de celles du PTP. C'est ce que Françoise vous disait dans le chat à plusieurs reprises. Et la règle du PTP, c'est que la personne doit déposer son dossier dans le Transition Pro de la région du siège de son entreprise. Donc si une entreprise a son siège en Île-de-France alors que c'est le Transition Pro Île-de-France auquel il faudra déposer le dossier, mais le salarié a aussi le choix de déposer son dossier dans le Transition Pro de son lieu de résidence. Par exemple, mon entreprise est localisée en Île-de-France, mais je travaille à Strasbourg, je peux déposer dans le Transition Pro de ma région de résidence et non à celui d'Île-de-France. Donc, alors, la question aussi, je pense, était aussi, est-ce que le salarié peut avoir un projet de reconversion dans une autre région? Je pense que c'était peut-être plus par rapport au métier porteur. Alors, dans ces cas-là, effectivement, oui, c'est tout à fait possible. Donc, de toute façon, il va toujours y avoir le point d'attache qui va être soit le lieu de résidence de la personne, soit le lieu du siège de son entreprise. Et en effet, si par exemple le métier est porteur en Île-de-France, mais ne l'est pas en région PACA, par exemple, c'est peut-être là aussi où il peut trouver son intérêt à déposer en Île-de-France plutôt qu'en PACA. Bon, là, je projette un petit peu ce sujet-là et on a eu l'occasion d'en échanger un petit peu ce matin déjà avec l'équipe. On suppose qu'il va quand même, ça va être rare d'avoir des disparités aussi importantes entre régions. Je pense qu'on retrouvera pas mal de métiers un peu similaires. Merci Laetitia. Donc il y a également des questions par rapport aux organismes de formation. Est-ce qu'ils doivent avoir des particularités? Est-ce qu'ils doivent être référencés par Transition Pro pour le dispositif Transco? À mon sens, si je dis pas de bêtises, ils doivent être data-dockés et à ce titre, ils deviennent éligibles de plein droit de notre dispositif et c'est bien le salarié qui choisit son organisme de formation. Donc voilà, c'est vraiment c'est le décret qualité qui nous permet de savoir avec qui on peut travailler ou non. Donc c'est vraiment tout l'intérêt d'un organisme qui est data-docké. Par contre, ce point-là, on sera intransigeant dessus. Et donc, autre question par rapport à la prise en charge. La prise en charge, donc pour les entreprises de plus de 1000 salariés, quand on parle de 40%, s'agit-il des coûts totaux, c'est-à-dire les coûts pédagogiques et puis la rémunération? Alors oui, on est bien sur, c'est 60% pour l'employeur. À partir de 1000 salariés, 60% à la charge de l'employeur, 40% à la charge de Transition Pro. Oui, on est bien sur une logique d'assiette globale des coûts de la formation. Donc, coût pédagogique, plus rémunération, plus éventuels frais annexes. Et ça constitue une assiette sur laquelle on va aller appliquer les 60%. Reste néanmoins un point non clarifié à ce jour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas tout. On attend des éclaircissements de la DGFP, une question qu'on a été nombreux à faire remonter, qui est est-ce qu'on applique ou pas des plafonds? Car aujourd'hui, pour le projet de transition professionnelle, nous appliquons des plafonds horaires, notamment. Je rentre pas dans les détails. La question est applique-t-on ou non ces plafonds pour transition collective? Donc ce point n'est pas encore clarifié, mais en tout cas la philosophie, c'est que normalement on prend la totalité de l'assiette et on applique en fonction de l'entreprise, 60% pour les grosses, 25% pour les moyennes et 0 pour les toutes petites. Et donc, je reviens sur l'accord de GEPP. Donc, on a confirmation de Madame Guénaud que l'accord de GEPP est obligatoire car il permet en fait de définir la liste des métiers menacés dans l'entreprise. Ben oui, sinon on peut pas savoir si un salarié est éligible ou non. Après, je pense que le sens de la question, c'était si les négociations avec les éventuels IRP n'ont pas abouti, est-ce que l'accord est valable ou non? Je pense que c'était sans doute ça le sens de la question. Encore une fois, je pense qu'on est sur un accord qui est consultatif. Enfin un avis consultatif, mais à voir. Et effectivement, pour les petites entreprises, il n'y aura pas forcément de représentants du personnel, d'où le fait que voilà, l'instruction prévoit aussi un format adapté et moins exigeant pour les plus petites entreprises. Il y a l'accord de GEPP pour les grosses et un accord un petit peu plus light pour les plus petites entreprises. Puis s'il n'y a pas d'IRP, il n'y a pas d'IRP. Enfin, là, ça va dépendre de la situation de l'entreprise. Et enfin, je pense, dernière question, peut-être avant que l'on puisse poursuivre. Est-il possible d'orienter vers Transition Pro, vers le dispositif Transco, des salariés qui souhaitent évoluer sur des métiers porteurs, mais dont l'emploi n'est pas menacé avec pénurie de salariés dans ce secteur? Alors non, malheureusement non, parce que vous l'aurez compris, ce qui finalement est
la porte d'entrée du dispositif, c'est l'accord de GEPP. Donc, si l'entreprise ne met pas en place un accord de GEPP en ciblant précisément l'emploi de la personne, eh ben, malheureusement, elle ne peut pas rentrer dans Transco. En revanche, il y a quand même d'autres dispositifs qui existent. Et là, j'en profite pour rappeler qu'il existe le projet de transition professionnelle, le fameux PTP, qui s'appelait avant le CIF, qui permet aux individus de se reconvertir sans que ce soit nécessairement un projet qui est partagé avec leur employeur. Alors, c'est pas exactement les mêmes conditions, mais on est quand même sur des dispositifs assez proches. Donc, ça peut être une option pour ces salariés qui souhaitent se reconvertir, mais pour lesquels il n'y a pas d'accord de GEPP dans leur entreprise. Ou sinon, il faut qu'ils aillent voir leur DRH pour voir, ne serait-il pas possible de négocier un accord de GEPP. Après, voilà, chaque entreprise verra ce qu'il est opportun ou non de mettre en place au niveau de sa structure. Ok. Encore deux petites questions. Un contrat de travail, donc le contrat de travail, on l'a vu, est suspendu pendant le dispositif Transco, mais pas rompu. La question est de savoir si l'entreprise périclite, que se passe-t-il en fait? Quid du contrat? Alors là, Laetitia, as-tu une idée sur le sujet? Alors là, je t'avoue que ce qui est clair, c'est que dans ces cas-là, la personne ne retourne pas dans son entreprise, du coup. Après, je pense que le salarié intègre les conditions peut-être d'un licenciement économique classique, sans doute. Elle fait sa formation en étant rattachée à son entreprise. Entre-temps, l'entreprise périclite. Elle adhère peut-être à un CSP ou à ce type de dispositif pendant sa formation, et elle le rejoindra à l'issue de la formation. Elle rejoindra le dispositif CSP à l'issue de la formation, je suppose. Normalement, et c'est comme on accompagne aussi aujourd'hui dans le cadre du PTP des personnes qui sont en CDD. Donc elles rentrent chez nous, elles déposent leur dossier, elles sont encore sous contrat. Puis à un moment, le contrat se termine, on les laisse pas le bec dans l'eau en disant ah bah mon bon monsieur, vous aviez qu'à trouver un autre contrat derrière. Donc le principe, c'est qu'une fois qu'on a donné notre accord, on s'engage financièrement. Donc après, il y aura autant de cas que de personnes, mais en gros, l'idée, c'est que derrière, il y aura une prise de relais. Donc soit le rattachement à l'entreprise se fait ou bascule vers un autre dispositif, comme le disait Laetitia. Sinon, ce sera tout simplement une prise de relais par transition pro. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur un CDD. Quelqu'un qui n'a plus d'employeur derrière, on se substitue finalement, nous, transition pro, à l'employeur pour maintenir sa rémunération pendant toute la durée de la formation, pour s'assurer que la personne puisse aller au bout de la démarche. Donc voilà, sans rentrer dans un détail trop technique, je pense que voilà, on peut en tout cas rassurer sur ces problématiques. C'est ça, il n'y aura pas une interruption en tout cas de la démarche de Transco parce que l'entreprise n'est plus là pour faire un rattachement. Alors comme le disait Nathalie Roux, effectivement c'est un dispositif qui est fait pour prévenir les licenciements. Malheureusement parfois ce n'est pas toujours suffisant pour certaines entreprises qui sont très fragiles aussi et peut-être plus encore dans ce type de contexte. Donc c'est une bonne question. Et enfin, dernière question, comment une branche professionnelle ou un OPCO peut demander à ce que certains métiers soient considérés comme porteurs et puissent du coup être visés par un parcours Transco? Alors là-dessus, on est très ouvert. On a donc une liste que l'on travaille. On s'appuie sur un certain nombre d'études, mais vous l'aurez compris, on est interprofessionnel, on n'est pas spécialiste de tel ou tel secteur d'activité, et nous n'avons pas à proprement parler d'observatoire de branche au niveau de Transition Pro Île-de-France. Donc là, on travaille vraiment dans une logique de partenariat, notamment avec les OPCO, et d'ailleurs, on est en train de commencer à avancer sur des conventions de partenariat. Donc là, ça tombe bien, on est le pôle partenariat, et on a notamment pour mission d'élaborer ces fameuses listes, puisqu'on a une mission qui s'appelle analyse des besoins en emploi et en compétences sur le territoire francilien. Donc vous consultez la liste. Si vous voyez au niveau justement de votre branche ou de votre secteur qu'il y a des gros manquements, des choses qui ne vont pas, vous n'hésitez pas à venir vers nous, vous nous en faites part, vous avez nos coordonnées sur la fin du support, et pour nous dire nous on a un OPMQ qui met en exergue tel et tel point, là visiblement vous êtes passé à côté. On est vraiment dans une logique de faire évoluer ces listes. Alors à terme, il ne faudra pas non plus qu'on ait 500 métiers parce que sinon, ça ne sert plus à rien d'avoir une liste si on retrouve tout dedans. Mais dès lors que c'est documenté et pertinent, il n'y a aucun problème, on est très ouvert là-dessus. On sait déjà que ces listes vont évoluer dans le temps. D'ailleurs, c'est ce qu'elles sont en train de faire. On enlève des métiers qui ne sont plus en tension parce que, encore une fois, le contexte est mouvant. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter ce type de choses, on est preneurs. Voilà, je pense qu'on a vu un petit peu toutes les questions, donc on peut continuer, si vous en êtes d'accord, la présentation. Alors, il y a une dernière petite question qui arrive entre-temps. Sur le cofinancement par l'entreprise, l'OF doit-il procéder à une double facturation ou bien Transco
et non Transpro assure l'appel de fonds et la subrogation. Dans ce cas, quid des frais de gestion sur le reste à charge? Waouh, alors là, on est dans la mécanique financière. Alors, le principe, alors c'est en cas de cofinancement, donc pour les plus grosses entreprises, le principe qui a été acté, c'est que Transition Pro paiera 100% des coûts pédagogiques auprès de l'organisme de formation, donc l'OPCO ne paiera pas à ce niveau-là. Ce que par contre va faire l'entreprise, l'entreprise, excusez-moi. Donc, la partie OF, elle est gérée directement entre Transition Pro et l'organisme de formation. Ce qui va se passer en revanche du côté de l'employeur, c'est que l'employeur va donc maintenir tous les mois la rémunération de son salarié. Et au début, il va payer tout seul. Donc, il va payer jusqu'à être arrivé au fameux seuil des 25% du coût total ou des 60% du coût total. Et à partir de là, c'est Transition Pro Île-de-France qui va prendre le relais et continuer à payer, le rembourser. Donc, c'est un système d'entreprise qui maintient son salaire et derrière Transition Pro qui, dès lors que le seuil de cofinancement est atteint, va venir prendre le relais et rembourser l'employeur de la rémunération du salarié. Donc, j'espère avoir été claire dans mon explication, parce que c'est une mécanique un poil complexe, mais voilà la manière dont ça a été conçu. Alors, je propose que du coup, on continue la présentation. Puis s'il y a d'autres questions, on les prendra. Et donc, je vais laisser la parole à Laetitia pour nous parler donc de Transco. On va rentrer un peu plus dans les règles de prise en charge et surtout pour voir un petit peu ce comparatif entre le PTP d'une part, projet de transition professionnelle, et transition collective, qui sont à la fois des dispositifs très semblables et en même temps avec des points de divergence. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, je m'excuse par avance. Comme je le disais en début de webinaire, j'ai visiblement un voisin qui a décidé de faire marcher sa perceuse aujourd'hui. Donc, de temps en temps, je devrais faire des petites coupures pour essayer de ne pas parasiter la présentation. Alors, donc, effectivement, le PTP et Transco sont des dispositifs qui sont assez proches et qui obéissent à des règles assez similaire avec quelques différences. Donc, on vous a restitué ça sous la forme d'un petit tableau comparatif. Donc, le PTP, pour rappel, donc c'est le projet de transition professionnelle. Ce que disait Mona tout à l'heure, c'est un dispositif qui continue à exister. Et bien évidemment, si certains publics ne rentrent pas dans le dispositif Transco, le dispositif du PTP reste malgré tout ouvert et une possibilité. Donc, en termes de public cible, on aura les salariés en CDI, en CDD, les intérimaires et les intermittents pour le PTP. Et sur Transco, on aura le même public, à l'exception des intermittents qui, eux, ne seront pas éligibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de conditions d'ancienneté, nous, on a tout de même des exigences, on va dire. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à peine de signer son premier contrat qui sera éligible à ce type de dispositif, qu'il s'agisse du PTP ou de Transco. Et en termes d'ancienneté, pour un salarié en CDI, on vous a mis l'exemple, il doit avoir une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non en qualité de salarié, et 12 mois dans l'entreprise où il fait sa demande. Et l'ancienneté va s'apprécier à la date de départ en formation du salarié. Donc, c'est pas non plus recommandé, mais il peut arriver qu'il y ait des personnes qui, par exemple, aient 9 mois dans l'entreprise actuelle, qu'ils auront les 12 mois lorsque démarrera la formation. Dans ces cas-là, ils ont la possibilité de donner leur fiche de paye au fil de l'eau. Donc, c'est pas non plus très confortable pour nous ni pour le salarié, mais ça reste une possibilité puisque cette ancienneté s'apprécie vraiment à la date de départ en formation et pas à la date de dépôt de dossier qui, comme le rappelait Françoise tout à l'heure, pour le PTP, les délais de dépôt, c'est 3 mois avant le démarrage de la formation en ce qui concerne le PTP. Et si je ne m'abuse, Mona, pour Transco, les délais ne sont pas extrêmement clairs encore, mais s'ils se calquent sur le PTP, ça devrait être assez proche. Donc, 3 mois pour les CDI, 2 mois pour les CDD. Alors, sur les conditions pour les salariés en CDD, les intérimaires ou les intermittents dans le cas du PTP, on vous a mis le lien vers notre site internet puisque, encore une fois, on a des règles assez précises. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, pour les CDD, c'est 24 mois comme salarié au cours des 5 dernières années et 4 mois dans l'année en cours. Et pour les intérimaires, c'est 1600 heures dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire, avec une ancienneté globale de 18 mois. Donc voilà, toutes ces règles sont sur notre site internet. Pour les actions de formation qui sont éligibles, Mona l'a dit tout à l'heure, on est vraiment sur des formations qui sont diplômantes, certifiantes, inscrites au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles,
ou le répertoire spécifique. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est l'ex-inventaire. Et sur Transco, on a l'ajout de la VAE aussi comme dispositif finançable sur Transco. Pour la durée de formation, le PTP plafonne une prise en charge à 12 mois pour un temps plein ou 1200 heures pour les formations à temps partiel. Le dispositif Transco va jusqu'à 24 mois en temps plein et 2400 heures pour une formation à temps partiel. Donc voilà encore une petite différence. Nous continuons sur le jeu des différences de l'un à l'autre. Donc comme le disait Mona tout à l'heure, pour le PTP, le compteur CPF du salarié sera automatiquement mobilisé et remis à 0. Donc du coup, on ne va pas prendre uniquement les heures qui correspondent à la formation, mais bien l'intégralité du compteur, même si pour notre côté, à nous, Transition Pro, ce n'est pas un montant qui va nous permettre de diminuer notre prise en charge, c'est juste une disposition qui est obligatoire de ponctionner l'intégralité du compteur, et cela même si un salarié se présente à nous avec un dossier en ayant un compteur à 0. Pour Transco, on ne mobilise pas le compteur CPF. Sur les deux dispositifs, il est obligatoire que l'école fasse un positionnement préalable qui permette d'ajuster la formation aux besoins et au profil du salarié. L'idée, c'est que tout le monde n'aura pas forcément le même besoin, n'aura pas forcément eu la même expérience ou les mêmes diplômes, et donc l'école doit ajuster le parcours en fonction du profil, et c'est un document qui doit être présent dans les deux dossiers, aussi bien le PTP que Transco. Alors, sur la prise en charge des coûts pédagogiques, sur le PTP, les règles sont un peu plus claires. Donc, on a une limite, une double limite de 27,45 € en termes de taux horaire et de 18 000 € pour le coût global de la formation. Donc, on est sur le coût pédagogique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une formation qui va coûter 6 000 €, mais dont le taux horaire est à 40 €, ne sera pas financée à hauteur de 6 000 €, puisque là, on va appliquer le plafond du taux horaire à 27,45 €. Donc, c'est vraiment les deux plafonds qui sont cumulatifs et qui font qu'on peut avoir une prise en charge limitée. Sur la rémunération pour le PTP, on maintient à 100% les rémunérations qui sont en dessous de 2 SMIC et on plafonne à 90% les salariés qui ont une rémunération au-delà de 2 SMIC. Alors, sur Transco, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes pour le moment. En tout cas, on n'a pas encore d'informations claires s'il y a bien un plafond. Ce qu'on sait, et c'est ce que Mona vous a présenté tout à l'heure, la prise en charge sera en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, une entreprise qui a 0 à 299 salariés, on prendra en charge l'intégralité des coûts pédagogiques et de la rémunération via les fonds du FNE. Pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, ce sera 75%. Et pour les entreprises qui auront plus de 1001 salariés, ce sera 40%. Et nous attendons donc des précisions de la DGEFP s'il y a éventuellement des plafonds qui vont s'appliquer de la même manière que pour le PTP que vous avez sur le tableau de gauche. Alors, peut-être que vous le savez, pour le PTP, nous appliquons également des priorités de financement, puisque bien évidemment, nous ne pouvons pas forcément financer tous les projets qui nous sont déposés à Transition Pro. Et donc, on a un système de priorité qui nous a été recommandé par France Compétences et que nous appliquons pour, pour donner un système d'indexation au dossier. Ces priorités ne sont pas applicables sur le dispositif Transco. Vous allez le voir par la suite, ça ne veut pas dire que la porte est ouverte et que nous finançons tous les dossiers qui nous arrivent, mais en tout cas, ça ne va pas se jouer en fonction de ces priorités-là qui sont également présentes sur notre site internet. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite information sur le fait qu'il y a des webinaires dédiés au PTP et aux explications sur le PTP si vous souhaitez en savoir davantage. Donc, vous allez avoir un peu plus en détail tous ces éléments-là. Alors, sur l'accompagnement en CEP, donc pour le PTP, c'est une de nos priorités. Donc, c'est fortement recommandé de notre côté d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Et sur Transco, par contre, c'est une obligation. Donc, voilà pour les différences PTP, Transco, que vous pourrez voir donc sur notre site internet aussi et également en suivant les webinaires sur le PTP si vous le souhaitez. Hop. Est-ce qu'on fait un petit tour sur les questions? Françoise, est-ce qu'il y en a eu?
Oui, assez peu. Donc, une question concernant l'OF, l'organisme de formation. Est-ce qu'il doit avoir obligatoirement son siège en Île-de-France? Donc, j'ai répondu un petit peu à côté tout à l'heure, j'en suis désolée, sur le siège de l'entreprise, mais effectivement, il s'agissait bien après de l'organisme de formation. Okay. Donc, le siège, non, ne doit pas forcément être en Île-de-France. Hein. Le salarié a possibilité de suivre la formation dans l'organisme de son choix, pas forcément en Île-de-France. Tout à fait, mais alors il va être important aussi de justifier la raison du choix de l'OF dans ces cas-là. S'il en existe que deux, par exemple, il y a des formations où pour le coup, il va peut-être exister que deux OF, datadocké, habilités à faire cette formation-là. C'est bien de le dire dans la lettre de présentation de projet, et là je parle aussi bien du PTP que de Transco, de bien expliquer pourquoi est-ce que les choses sont faites de cette, pourquoi est-ce que le choix de l'OF a été fait pour celui-ci, et si il existe des formations un peu partout en France, il va falloir expliquer pour quel motif le salarié a choisi un OF qui va se trouver en centre Val-de-Loire, par exemple. Voilà, et je crois qu'on avait répondu un petit peu à toutes les questions, donc pas de nouvelles questions pour moi. Ok. Alors, Mona, je te laisse prendre la suite, mais oui, mais je n'ai plus du tout d'image, c'est fabuleux. Ah. Est-ce que vous m'entendez déjà? C'est déjà pas mal si on m'entend. On t'entend. Ok, alors c'est bien. Alors je vous vois, je vois le chat et je n'ai plus de PowerPoint sous les yeux. C'est voilà. Alors, est-ce que tu veux essayer de quitter et revenir? En attendant, on va faire un petit numéro de claquette, si tu veux. Ah ben voilà. Là, je reviens. On va rebalayer les questions comme ça pendant ce temps-là. Voilà. Voilà, je vais faire ça. Je reviens. Hein. C'est moi. C'est les aléas du direct. Voilà. Alors, je regarde en même temps les questions. Alors, on va vous mettre, on va mettre le lien. Françoise, est-ce que tu aurais les liens à disposition? Sinon, je vais chercher des webinaires à destination des OPCO, des CEP et même des salariés. Alors, peut-être qu'ils sont à la fin de ce. Alors, à la fin de ce PowerPoint, oui, à la fin de ce PowerPoint, vous aurez donc le lien vers les webinaires qui peuvent vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur le PTP, parce que c'est vrai que, par exemple, les CEP sont, pour certains, sont un peu plus informés sur les règles du PTP. Donc, du coup, sur Transco, ça va être un peu plus facile de switcher d'un dispositif à un autre. Mais si vous souhaitez aller un peu plus loin dans ces explications, on a vraiment des webinaires qui sont dédiés à la présentation du PTP, avec bien sûr possibilité de répondre aux questions sur cette même plateforme. Donc du coup, oui, je crois que c'est à la fin du webinaire, à la fin du il me semble. Hein. Ouais. Voilà, donc je viens de vérifier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Alors, y a-t-il des webinaires sur le dispositif démissionnaire? Ah, c'est une bonne question. Non, pas encore, mais je vais m'en occuper très très prochainement. Effectivement, c'est ce que j'avais dit, et je crois, Pascal, d'ailleurs, que vous étiez au webinaire PTP que j'avais animé. Et en effet, je m'étais engagée, voilà. Je m'étais engagée, en effet, à faire le webinaire démissionnaire, et je vais m'en occuper. Mais du coup, Transco a pris toute la lumière sur lui. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est vrai que du coup, le dispositif Transco a beaucoup mobilisé nos attentions respectives. Et en effet, je vais m'attaquer aux démissionnaires. Alors, a-t-il l'évaluation des volumes d'entreprises concernées en Île-de-France par Transco? Alors là, je ne pense pas à l'heure actuelle que nous ayons une telle visibilité, puisque beaucoup d'entreprises sont en train de s'emparer de ce dispositif. Elles nous contactent, nous, ou elles contactent les OPCO, ou certaines contactent les CEP parce qu'elles avaient déjà des liens avec les CEP, pardon. Et l'idée, c'est vraiment que ça va être un peu sur les plateformes, je suppose, que va reposer un peu cette volumétrie d'entreprises. Ça va vraiment être les plateformes, j'imagine, qui vont pouvoir avoir ce type de visibilité à communiquer, ainsi que la directe, bien sûr, et après Transition Pro. Alors, Mona, oui, je sais pas. Est-ce qu'il y a du mieux? Je vois un écran, c'est formidable. Je suis un petit moment de solitude, je n'arrivais pas à revenir. Super. Alors, nous, on a meublé. Incroyable. Vous avez raconté des blagues.
Le problème, c'est qu'on les entend pas beaucoup rire en même temps. Tout est enregistré. Ok, bon, du coup, je prends le relais, je présume. Alors, c'est parti pour la partie numéro 4 qui s'intitule Les acteurs et le qui fait quoi. Alors, hop, il nous reste 35 minutes. Alors, voilà, là, on a une image qui nous balaye un petit peu l'écosystème des acteurs. Alors, ça fait un peu une galaxie, mais c'est un petit peu ça. Ce qui est important, c'est de voir que de manière assez centrale, sur ce schéma, on retrouve à la fois les entreprises et les salariés, puisqu'il n'y a pas de transco sans l'entreprise et il n'y aura pas non plus de transco sans des salariés qui vont s'impliquer dans la démarche. Donc, c'est vraiment le cœur et la cible de ce dispositif. Et autour de ces deux acteurs centraux naviguent un certain nombre d'acteurs dont nous faisons les uns et les autres partie, avec effectivement un degré plus ou moins de proximité selon les différents acteurs. Donc, si je prends le cercle un petit peu autour des salariés, on va avoir à la fois, effectivement, un rôle très important par les CEP, on va y venir, mais avec une mission vraiment d'accompagnement dans la construction du projet professionnel. Le rôle de transition Pro Île-de-France, puisque c'est nous qui allons traiter les dossiers, la partie justement traitement du dossier et prise en charge des coûts. L'organisme de formation qui va être bien évidemment un relais évident auprès du salarié, puisque c'est lui qui va dispenser la formation. Un rôle qui reste encore à écrire au niveau de Pôle emploi, plutôt aussi sur la partie recherche d'emploi. Donc ça fait partie des éléments qui restent encore à creuser, mais également au niveau des acteurs qui gravitent autour des entreprises, même si tout ça est un petit peu plus lié qu'il n'y paraît à l'écran. Vous allez avoir bien évidemment les OPCO qui sont là pour être au service de leurs entreprises adhérentes, avec parmi les dispositifs, du coup, un nouveau venu qui est transition collective, mais également les plateformes territoriales qui sont dans les territoires auprès des entreprises et qui vont avoir pour mission justement de mettre en relation les salariés des entreprises qui sont un peu plus en difficulté et les entreprises qui au contraire cherchent à recruter, celles qui décrutent et celles qui recrutent, puisque c'est les termes qu'on emploie. Et un petit peu plus loin dans la galaxie, un peu en chapeau, parce que le pilotage est assuré par des instances, vous avez bien évidemment la Directe Île-de-France, mais également les unités départementales de la Directe qui font les relais au niveau des territoires, mais également le CREFOP qui a également un rôle aussi de pilotage un peu stratégique de ce dispositif. Donc voilà, là on pose un peu à l'écran les différentes parties prenantes et puis on va essayer de venir un peu détailler le qui fait quoi. Je vais essayer de le balayer, puis ensuite je laisserai effectivement Laetitia rentrer dans le détail des rôles de chacun des acteurs. Là, l'idée, c'est un petit peu une slide qui pose le décor de qui fait quoi, quel est le rôle attendu par chacun. Alors, c'est un petit peu segmenté dans les faits, c'est un peu plus poreux que ça. L'idée, c'est qu'on a tout en haut les salariés volontaires. On ne l'oublie pas, c'est bien la finalité du dispositif, c'est bien la reconversion des salariés. Et on aurait pu rajouter aussi les entreprises, puisque les entreprises, elles sont partie prenante du dispositif. Vous avez en bas, tout en bas, à l'inverse, les plateformes de transition collective qui vont avoir un rôle à la fois en amont, mais également en aval, sur justement cette mise en relation entre l'entreprise qui va pas très bien et l'entreprise qui va très bien, ou en tout cas l'entreprise qui a des métiers en déclin, parce que l'entreprise peut se porter bien, mais avoir des métiers qui seront amenés à disparaître peut-être à terme, et l'entreprise qui, elle, cherche à recruter sur certains types de postes. C'est vrai qu'il faut pas caricaturer l'entreprise, puisque ça peut être des postes dans une entreprise. Une entreprise peut avoir beaucoup de champs d'activité, avec certains qui se portent très bien et puis d'autres qui se portent un petit peu moins bien ou qui seront amenés à terme à disparaître. Je pense par exemple dans la grande distribution, le métier de caissier est un métier qui est plutôt en voie de disparition. Ça ne veut pas dire que le secteur n'est pas porteur dans sa globalité. Alors, et ensuite, on a au milieu les différentes parties prenantes. Donc, un peu de manière schématique et chronologique, mais c'est pas aussi simple que ça, on a au début l'OPCO. L'OPCO, c'est le premier acteur. Il va avoir pour mission notamment d'identifier les secteurs et surtout les entreprises qui décrutent et celles qui recrutent au sein de son OPCO et donc de ses branches, des branches qu'il couvre, puisque vous pouvez avoir un OPCO qui va avoir des branches qui se portent bien et les branches qui se portent un petit peu moins bien. Donc, il n'y a pas les OPCO qui vont bien et les OPCO qui vont pas bien. Ça ne fonctionnera pas de cette manière. L'OPCO va avoir un rôle très important de sensibilisation et d'information des entreprises sur l'existence du dispositif de transition collective. Donc ça, c'est un rôle majeur et c'est tout le sens aussi de la présence des OPCO aujourd'hui. C'est que vous qui, pour certains, êtes conseillers entreprises en lien avec vos entreprises adhérentes, votre portefeuille d'entreprise, vous avez besoin de bien connaître le dispositif pour être capable d'en parler à vos entreprises en fonction du diagnostic qui sera le vôtre.
Et sachant qu'au niveau sensibilisation, information et plus largement communication, il y a 2 niveaux. La communication qui va être faite plutôt nationalement par l'OPCO, souvent c'est le siège, l'OPCO national qui gère la campagne de communication globale, et après avec les relais au niveau des régions qui se font un petit peu différemment. Et ensuite, l'OPCO va avoir un rôle, bien sûr, d'appui des entreprises vers la signature d'un accord de GEPP. Et pour ça, vous allez pouvoir sortir un de vos outils dans votre caisse à outils, à savoir le diagnostic conseil RH, pour lequel la grande majorité des OPCO ont en plus des cofinancements de la part de la directe. Donc voilà un peu là où est attendu l'OPCO, vraiment sur l'amont du dispositif, mais ça peut être également sur l'aval pour les entreprises qui, elles, cherchent à recruter et qui voudraient bénéficier justement des salariés qui rentreraient dans une logique de reconversion pour attraper ces salariés et demain les embaucher. Le deuxième acteur qui rentre en ligne de compte, c'est l'entreprise. L'entreprise, elle est centrale dans le dispositif, que vous l'avez compris, pas d'accord de GEPP, pas de transition co. Donc l'entreprise, elle va devoir faire un travail d'identification des emplois qui sont fragilisés au sein de sa structure. Elle peut aller bien globalement et avoir des emplois à mener, à décliner à moyen terme ou à long terme ou à court terme. Elle va devoir formaliser cette fameuse liste des emplois dans un accord de GEPP. Elle va potentiellement devoir donc consulter ses IRP et le déposer à la directe, car c'est la directe qui va enregistrer l'accord et délivrer un récépissé, donc via une téléprocédure. L'entreprise va informer ensuite ses salariés. Alors, impacter, le mot est fort parce que ce qu'il va falloir faire attention, c'est un peu tout le travail qui est fait en ce moment au niveau de la communication, c'est comment on en parle aux entreprises, comment on en parle aux salariés. Là, entre nous, on peut se parler d'emplois menacés, d'emplois fragilisés. Là, c'est le jargon qu'on retrouve dans l'instruction et ce qu'on se dit entre nous. Maintenant, quand on parle à une entreprise et quand on parle à un salarié, si on lui dit votre emploi est menacé ou fragilisé, ça peut faire tout de suite très peur. Donc, c'est tout l'enjeu là justement du groupe de communication qui travaille en ce moment, c'est comment on en parle aux entreprises, comment on en parle aux salariés, quels sont les termes et le vocabulaire qu'on utilise pour ne pas inquiéter, parce qu'au final, c'est une opportunité pour un salarié de se reconvertir vers un autre métier, et il a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc, s'il décide de pas le faire, faut pas lui dire, écoute, c'est ça ou demain tu n'as plus d'emploi, parce que sinon ça risque d'être un petit peu mal vécu, puisqu'après le salarié il est encore dans la boîte lui. Et pour l'entreprise aussi, c'est important qu'on ait une communication positive sur transition collective, parce que les entreprises globalement vont avoir du mal à se déclarer comme étant fragilisées ou menacées, parce que ça laisserait à penser que leur fragilité économique est avérée, et du coup ça va avoir un impact sur leur clientèle. Donc la manière dont on va tous les uns et les autres communiquer sur ce dispositif va être très importante. Et sachez, j'y viens à la fin, mais qu'il y a donc des plaquettes de communication qui sont en train d'être élaborées. Et dans le groupe de travail, il y a bien évidemment la DGFP, mais également des représentants des OPCO, des transitions pro notamment, peut-être bien des CEP également. En tout cas, un certain nombre de parties prenantes qui y travaillent pour essayer justement d'adapter le discours le mieux possible. Donc, il faudra les uns et les autres qu'on prenne bien ces nouveaux termes et que ce soit ceux-là que l'on retransmette aux salariés et aux employeurs. Et donc l'entreprise, en dernier lieu, une fois qu'elle a informé ses salariés et qu'elle a organisé donc une information collective, ça j'y viens après, va devoir constituer et déposer un dossier collectif Transco, puisque elle va devoir déposer un dossier chapeau qui dit mon entreprise est éligible à Transco, puis après mes salariés vont venir les uns après les autres avec leur projet. Ensuite, le rôle d'après, c'est celui des CEP qui a un rôle très, très important. Le CEP, donc, qui va être contacté par l'entreprise, il va devoir réaliser une information collective aux salariés qui sont identifiés comme étant donc fragilisés. Cette information collective va être donc réalisée et par le CEP, mais aussi co-animée avec les transitions pro, avec Transition Pro Île-de-France. Donc, information collective pour les salariés, pour les informer de leurs droits, du champ des possibles. Un accompagnement ensuite individuel des salariés qui souhaitent s'inscrire dans la démarche, pour à la fois élaborer leur projet, mais également avec un rôle de suivi jusqu'au bout du projet. On est vraiment sur un rôle vraiment qui s'inscrit dans la durée. Le CEP est donc là pour garantir la démarche volontaire des salariés, donc il est bien obligatoire, et ça c'est très important. Et il va donc assurer ce suivi pendant la formation, mais également après la formation, puisqu'il peut être sollicité par le salarié pour la partie recherche d'emploi. Et enfin, le dernier acteur, mais vous l'aurez compris, c'est un peu plus poreux que tout ça, c'est Transition Pro Île-de-France, qui va avoir un rôle de coordination de différents acteurs, et ce rôle, on le partage avec la directe, on co-anime et on coordonne avec la directe. On a un rôle donc d'information des différents acteurs, mais ça, c'est ce qu'on est en train de bâtir en ce moment. Les uns et les autres, on va devoir un petit peu s'informer de ce qui se passe, donc il va y avoir des flux d'informations à mettre en place, et on est en train d'y travailler les uns avec les autres.
On va devoir donc, nous, Transition Pro, gérer les dossiers, réceptionner, instruire, examiner, analyser les dossiers et ensuite accorder ou non les financements via la commission paritaire qui vient accorder les financements. Donc là, on est vraiment sur le paritarisme qui joue tout son rôle. Et ensuite, un rôle, effectivement, vous l'avez compris, de paiement des coûts liés à la formation, que ce soit les coûts pédagogiques ou le maintien de la rémunération. Donc là, vous avez tous les acteurs avec en dessous donc ces fameuses plateformes de transition collective qui ont aussi vocation à mettre du lien dans tout ça, à éviter qu'il y ait des trous dans les raquettes et à être vraiment bien auprès des territoires et des entreprises qu'ils accompagnent. Et tout ça, bien sûr, placé sous la coordination globale de la Directe Île-de-France. Donc là, vous avez le schéma à la fois complet et en même temps schématique. Vous le retrouvez là sous forme de processus. Ça dit un peu la même chose. C'est juste que ça le dit différemment. En gros, vous avez en amont la partie avec les pointillés bleus qui est le rôle de l'OPCO, avec donc identification de l'entreprise, puis potentiellement appui de l'entreprise pour aller avoir son accord de GEPP avec la préconisation d'un appui conseil RH, d'un diagnostic RH. Ensuite, si je fais ça, ce sera mieux avec le petit zigouigoui. Ensuite, enregistrement de cette fameuse accord de GEPP par la directe. Et ensuite, il y a une flèche qui monte, une flèche qui descend. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, on était au stade de l'entreprise fusionnée avec ses salariés. Puis là, chacun va suivre sa route. En haut, le salarié va être informé donc par Transition Pro et les CEP. Et derrière, il va bénéficier d'un accompagnement individuel. Pourquoi individuel? Parce que quand une entreprise va identifier 10 emplois dits fragilisés, les 10 personnes ne vont pas forcément tous vouloir être chef de chantier dans le bâtiment, par exemple, dans les travaux publics. Donc voilà, vous allez avoir 10 personnes qui vont chacun avoir un projet très personnel, qu'ils vont construire. Ça prendra plus ou moins de temps selon la maturité du projet. Donc voilà, là, c'est le rôle du CEP d'accompagner le salarié. Et donc après, on redescend au dépôt donc individuel du dossier du salarié. Mais pendant que ce schéma du haut se poursuit, donc qui est quand même un peu long, parce que l'accompagnement du CEP peut prendre un certain temps en fonction des individus, en parallèle, l'entreprise va devoir se connecter au site de Transition Pro Île-de-France pour venir déposer son dossier, et c'est le dossier chapeau de l'entreprise qui ouvrira les droits au dossier individuel des salariés. Donc, dossier chapeau de l'entreprise, et dedans, autant de dossiers individuels que de salariés en reconversion. Ensuite, vous allez avoir le processus habituel, instruction des dossiers, décision de financement par la commission paritaire. Une fois que c'est fait, la personne va rentrer en formation. Quand elle rentre en formation, Transition Pro va assurer donc le paiement des coûts auprès de l'organisme de formation et le remboursement partiel ou intégral à l'employeur. Et enfin, bien évidemment, la finalité, c'est quand même la reconversion réussie du salarié. Je précise quand même que le salarié peut tout à fait, à la fin de sa reconversion, rester dans son entreprise et retrouver son emploi ou un emploi équivalent. Ça n'est pas impératif de quitter son entreprise et ça dépendra sans doute aussi de la santé économique de l'entreprise au moment où la personne aura terminé sa reconversion professionnelle. Et je vais laisser la parole à Laetitia qui va rentrer un peu plus dans le détail, qui va peut-être redire ce que j'ai un peu dit, mais en même temps le compléter sur chacun des acteurs avec un système de Zoom. Est-ce que tu veux avant regarder un peu les questions ou par la suite? Ah oui, peut-être. Alors, cela dit, je pense que le Zoom sur les acteurs va peut-être y répondre, Françoise. Alors, il y a 2-3 questions que l'on peut peut-être prendre. Y a-t-il une limite du nombre de salariés concernés par entreprise? Alors, l'instruction ne donne pas de nombre limité par rapport à ça, donc je ne pense pas. Je dirais que la réponse est non. Si toutefois quelqu'un de la directe est là et considère que je me trompe dans ma réponse, je les laisse me contredire avec plaisir. Autre question, y a-t-il des critères d'éligibilité des salariés en dehors de l'ancienneté et du métier impacté? Donc c'est vrai que moi j'avais répondu également la condition obligatoire d'être accompagné par un opérateur CEP, mais concernant le salarié, voilà, je vous laisse. Non, c'est ce qu'on disait, il y a le contrat de travail, la nature du contrat de travail qui est un critère d'éligibilité. Tu l'as dit, le fait d'être accompagné par un CEP, les conditions d'ancienneté. Mais c'est vrai que les deux portes d'entrée, ça va vraiment être d'une part l'emploi fragilisé ou priorisé. Priorisé et figurant sur l'accord de GEPP. Voilà, exactement. Et l'ancienneté, je pense que ça va vraiment être là les deux portes d'entrée pour aller sur le dispositif Transco. Et après, effectivement, on aura toute la mécanique qui va se mettre en œuvre avec l'obligation d'être accompagné par un CEP,
le choix de l'école, la formation, nanana, mais les deux portes d'entrée, ça va vraiment être ce que vous dites, Sonia Violou, effectivement, l'ancienneté et le métier impacté. Et oui, se diriger vers un métier porteur, pardon. Oui. Sachant que, par exemple, le fait de ne pas avoir été accompagné par un CEP, au pire, c'est récupérable. Quelqu'un qui n'est pas passé par là, on peut l'en informer, il peut repartir en arrière, se faire accompagner avant de revenir à nous. Alors que l'ancienneté, bon, on ne pourra pas y faire grand-chose, hein, c'est binaire, ça rentre ou ça ne rentre pas. Et l'accord de GEPP, de la même manière, là, c'est un point qu'on ne peut pas contourner. Oui, exact. Alors, autre petite question, entre l'identification et l'information à l'entreprise et l'entrée en formation, combien de temps faut-il compter environ? Ah, ça, c'est la question à $3000. Hein. C'est pour ça que je vous la pose. Effectivement, en fait, si on refait le rétro-pédalage, il faut quand même considérer que ça va prendre un certain temps. Aujourd'hui, entre le moment où la personne part en formation et le moment où elle nous dépose son dossier, on pratique un délai de 3 mois. Avant ça, vous rajoutez un mois pendant lequel le salarié va signifier à son entreprise, à son employeur, qu'il souhaite partir en formation et demander une autorisation d'absence. Donc là, on est déjà à 4 mois. Mais avant ça, il faut bien que l'entreprise ait identifié les emplois, signer cet accord de GEPP et les déposer à la DGFP, à la directe, excusez-moi. Donc ça, j'ai tendance à penser que ça va pas se faire en 2 semaines. Donc peut-être, ça va dépendre de l'entreprise. Il y a des entreprises pour lesquelles ça peut peut-être mettre très très longtemps d'avoir un accord de GEPP, d'autres qui ont déjà un accord de GEPP ou équivalent qui est prêt à l'emploi. Donc voilà. Mais on est en gros, vous l'avez compris, 3 mois plus 1 mois, on va dire 2 mois qui risque d'être quelque chose d'un peu médian. On est quand même sur une démarche d'environ 6 mois. Pendant laquelle aussi, il faut rajouter quand même le temps d'accompagnement par le CEP. Alors encore une fois, peut-être quelqu'un aura déjà initié la démarche auprès d'un CEP, ça peut aller très vite. Peut-être d'autres sont au démarrage d'une envie de reconversion qui n'est pas encore tout à fait cousue. Donc ça va être quand même assez aléatoire. Est-ce que l'accord GEPP est déjà mis en place ou non? Et est-ce que l'entreprise est petite ou grosse? Pour les petites, ça ira plus vite potentiellement que pour les grosses. Est-ce que les salariés qui veulent faire Transco ont déjà commencé à travailler leur projet ou est-ce que c'est encore extrêmement flou? Et ensuite, le temps administratif chez nous. Alors, on verra si on peut ou pas travailler sur les délais qu'on pratique aujourd'hui, mais voilà un peu. Donc, on est quand même, en gros, il faut se dire un peu 6 mois entre le tout début et l'entrée réelle en formation. Après, ça nous emmène à la rentrée de septembre, hein, donc pour l'instant, ça va encore. Il y a beaucoup d'entrées en formation en septembre pour des formations certifiantes. Non, mais effectivement, en tout cas, il y a là une vraie question. En effet, il faut garder en tête ce calendrier, puisqu'en effet, on sait qu'il y a beaucoup de formations qui vont débuter en septembre. Le plus classiquement, on est dans ces dates-là, et donc, en effet, la machine doit commencer à se mettre en marche le plus tôt possible pour que les salariés aient le temps aussi de construire leur projet en toute sérénité, passer toutes les sélections d'entrée qui parfois sont en place aussi. Donc voilà, plus tôt nous aurons pris en main ce dispositif et mieux seront sécurisés les salariés. Voilà, pardon. Voilà, juste une petite précision. Sinon, Madame Guénaud nous confirme que l'instruction ne prévoit pas de nombre maximal de salariés. Donc, le critère déterminant est le fait d'occuper un métier identifié comme un métier menacé par l'accord de GEPP. Voilà. Voilà. Et enfin, dernière petite question. Un salarié placé en activité partielle et qui a déjà bénéficié d'un FNE formation, peut-il saisir cette opportunité de reconversion financée? Et est-il éligible? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'incompatibilité, même si effectivement ce sont les mêmes fonds qui financent, ce n'est pas le même dispositif, ce n'est pas adossé au même dispositif. En tout cas, rien ne figure en ce sens sur l'instruction, donc ça laisse à penser que oui. Et par ailleurs, on n'est pas sur le même dispositif de financement, même si la source des financements FNE formation reste effectivement la même. Donc la réponse, c'est non, ça n'est pas incompatible, c'est possible. Sauf encore une fois, si quelqu'un vient contrer ce que je dis. Très bien, parce qu'avec Madame Guénaud, comme ça, on a un filtre si on dit des bêtises. C'est ça, voilà. Ça tape sur les doigts, c'est très bien. Ça permet de répéter. Ce que je vous ai dit, on n'a pas.
faut être clair, on n'a pas la réponse à toutes les questions. Il y a beaucoup de choses où on se dit, logiquement oui ou logiquement non. Maintenant, on est comme vous, on a la même source d'information qui est l'instruction, qui est à la fois très étoffée et en même temps, c'est comme tous les dispositifs. L'instruction sort, ça répond à beaucoup de questions et ça en soulève des nouvelles. Et à chaque fois qu'on creuse, on soulève de nouvelles questions et chaque question génère une nouvelle question. Donc voilà, on essaye au maximum de répondre à votre question. Maintenant, vous aurez compris qu'on n'est pas spécialiste de tout et que surtout, il y a des grandes choses qui ne sont pas écrites. Donc, on fait au mieux. Et puis, il y aura certaines questions, à mon avis, qui vont naître aussi au fur et à mesure de la pratique. C'est là où aussi on va se rendre compte des éléments qui n'ont peut-être pas encore été posés. Et alors, pour répondre à une autre question avant de reprendre sur le rôle des OPCO, sur les commissions paritaires, a priori, il me semble, Mona, que ça sera pas le même circuit, ce sera pas les mêmes commissions que pour le PTP. Ce sera des commissions qui vont être dédiées à Transco, je crois. En tout cas, ce sera un système d'enveloppe complètement à part puisque les PTP et les transitions et les projets de reconversion dans le cadre de transition collective vont être traités à part. Ce ne sont pas les mêmes financements et ce ne sont pas les mêmes grilles de lecture. Ce ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de critères, par exemple, il n'y a pas de priorité de financement sur transition collective, alors qu'il y en a sur le PTP. Donc effectivement, ce sera un traitement à part. Oui. Ok. Alors, donc les petits focus sur le rôle des OPCO, même si Mona vous en a dit déjà pas mal. Donc, je vais faire assez rapide. En plus, je vois le temps qui commence. Il nous reste 15 minutes. Mais voilà, un peu à courir. Donc, vous l'avez compris, les OPCO, normalement, idéalement, on va dire, débutent ce dispositif en identifiant les entreprises qui pourraient être potentiellement concernées, celles qui décrutent, celles qui recrutent. L'OPCO communique aussi, informe, présente aux entreprises le dispositif trans, donc les étapes, les modalités de prise en charge, et va aussi préconiser et financer avec la directe, donc selon la taille de l'entreprise, ce fameux diagnostic RH en vue d'un accord GEPP. Comme on l'a dit, il va y avoir des différences selon la taille de l'entreprise et le même formalisme ne sera pas attendu pour les grandes entreprises et pour les entreprises plus petites. L'OPCO va également accompagner les entreprises dans la demande de prise en charge des transitions collectives et pour ça, on vous a renvoyé aux pages 6 et 8 de l'instruction qui peut vous apporter des éléments complémentaires puisque bien évidemment, on a synthétisé toutes ces pages de l'instruction et il y a des éléments un peu plus précis peut-être qui s'y trouvent et notamment pages 6 et 8. Alors, sur le rôle des entreprises, donc le rôle des entreprises, on suit le schéma de tout à l'heure. Donc, le rôle des entreprises, en bref, va s'informer sur le dispositif Transco par son propre fait ou par le biais de l'OPCO. L'entreprise va identifier les emplois, qui vont être fragilisés, va formaliser la liste des emplois fragilisés via notamment un diag conseil RH. L'entreprise va consulter le CSE, va négocier et signer un accord de GEPP, déposer cet accord à la directe via une téléprocédure dont vous a parlé tout à l'heure Mona. Et l'entreprise va apporter un premier niveau d'information aux salariés pour leur dire qu'ils sont prioritaires pour une reconversion parce que leur emploi est fragilisé. Donc, l'entreprise va ensuite organiser une réunion d'information collective qui va être donc animée par l'opérateur CEP qui va correspondre à la plus grande majorité du public de l'entreprise. Je donne un exemple, s'il y a 60% de cadres, alors en effet, ça va peut-être plutôt être l'APEC qui va faire cette réunion collective. Alors, on va le voir par la suite, l'APEC parlera tout de même au nom des autres opérateurs du CEP en ce cas. Et Transition Pro doit également être présent pour ces réunions d'information collective. Ensuite, l'entreprise va déposer ce fameux dossier chapeau sur notre site internet auquel vont être ensuite rattachés les dossiers de ses salariés. Et l'entreprise va bien évidemment délivrer les accords individuels à ses salariés, qu'il s'agisse d'accords d'autorisation d'absence, puisque comme pour le PTP, l'entreprise doit vraiment valider qu'elle a bien connaissance des dates prévues pour la formation. L'entreprise est partie prenante du dispositif, puisque bien évidemment, c'est à son initiative, puisque voilà, accord de GEPP, etc., on l'a vu. Mais sur les dates de formation, elle doit malgré tout être informée et donner son accord sur la période choisie. Également, les accords de cofinancement, puisque vous l'avez vu, selon la taille de l'entreprise, eh bien, elle peut cofinancer le projet. Et ensuite, donc, elle peut financer ce projet de reconversion et laisser partir son salarié qui peut-être reviendra à ce poste-là ou un primaire qui lui dit de rester dans son entreprise.
Pardon, ça avait bugué. Oui. Alors, le rôle des CEP, donc on l'a vu à l'instant. Donc, le rôle des CEP, on en a 3 qui vont être particulièrement mobilisés. Pourquoi ces 3-là? Tout simplement parce que ce sont les 3 opérateurs qui ont un public de salariés qui les accompagnent, à la différence de la mission locale qui n'a pas forcément de salariés, au Pôle emploi qui a plutôt des demandeurs d'emploi. Donc, l'APEC pour les publics cadres, Groupement Évolution pour les actifs occupés et Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap et dont le handicap est le frein majeur à l'emploi. Donc, le CEP contribue à informer largement les entreprises, communique en amont, va peut-être aussi repérer les entreprises, puisqu'en plus, ces opérateurs du CEP ont également un rôle de sourcing auprès des entreprises. Donc, en plus d'accompagner les salariés, les CEP peuvent intervenir aussi directement en entreprise. Le CEP peut également être contacté par l'entreprise qui a déposé son accord de GEPP. Donc, comme on l'a dit, selon le profil majoritaire, un opérateur CEP sera peut-être plutôt le plus adapté, le plus pertinent pour co-animer la réunion d'information collective. Et cet opérateur parlera au nom des 3 autres. Donc, parce que voilà, même s'il y a 60% de cadres, peut-être que dans la réunion collective, il y aura des personnes, des techniciens ou des employés qui devront aussi trouver leur CEP, puisque l'APEC n'accompagnera pas tous les salariés présents à cette réunion s'ils n'ont pas le statut porte d'entrée qui correspond à l'opérateur. Donc, le CEP s'assure aussi que le salarié est volontaire dans la démarche, il l'aide à construire son projet, à le formaliser et à identifier également l'école qui va être la plus adaptée à ce projet. Le CEP peut également assurer un suivi du salarié pendant toute la durée du projet et donc jusqu'aux 24 mois donc, de ce projet-là que nous retrouvons en page 10 de l'instruction. Et le CEP va formaliser ce suivi via un document de synthèse, je suppose, un peu comme pour le PTP, qui sera donc ajouté aussi au dossier Transco pour permettre l'analyse des conseillers de Transition Pro et de France. Alors, le 4e zoom est pour le salarié, donc le salarié qui est le VIP de ce dispositif, puisque c'est vraiment lui la cible. Il va être donc informé par son entreprise que son emploi est fragilisé, qu'il peut bénéficier d'une reconversion dans le cadre de Transco. Il est convié à une réunion d'information en présence du CEP Transition Pro. Donc là, on fait des redites un peu, mais ça marque aussi toutes ces étapes-là être vécues sous différents points de vue. Le salarié va initier un accompagnement individuel. Il va construire avec son conseiller CEP son projet. Il va identifier son école, bénéficier d'un positionnement préalable qui est gratuit, aussi bien sur le PTP que pour Transco. Il va adresser une demande d'autorisation d'absence à son employeur. Il va déposer son dossier individuel Transco avec les 3 volets de la même façon que pour le PTP, donc le volet salarié, le volet employeur, le volet école, et également l'engagement financier de son employeur s'il s'agit d'une entreprise de plus de 300 salariés. Si son projet de reconversion est validé par la CPI, donc la commission, il va démarrer sa formation et à l'issue, il peut réintégrer son poste ou rompre son contrat de travail. Et enfin, il pourra à nouveau être accompagné par le CEP s'il veut être aidé pour rechercher un emploi grâce au soutien de Pôle emploi et des plateformes qui, les deux, vont permettre la mise en relation avec les entreprises qui, elles, recrutent du coup. Alors, maintenant, on en vient au rôle de Transition Pro. Donc, Mona l'a dit, il y a un rôle un peu... Voilà, pas uniquement de gestionnaire de Transition Pro. Donc, je fais un petit zoom parce que là, du coup, c'est écrit un peu petit. Alors, Transition Pro est présent à différentes étapes. Donc, d'abord, en amont, on contribue aussi à informer les bénéficiaires. On contribue à informer donc les salariés, mais également les autres acteurs du dispositif en partageant le maximum d'informations dont nous disposons, telles que nous le faisons pour ce webinaire. On peut également être en contact avec des entreprises puisque certaines nous sollicitent directement et donc charge à nous aussi de les redispatcher vers vous, OPCO ou salariés. On enregistre la réception du dossier collectif Transco sur notre site internet. On réceptionne les dossiers individuels des salariés et nous sommes toujours en lien avec les différents acteurs, la Directe, les OPCO et les CEP pour informer de la démarche Transco et des avancées du parcours pour les salariés qui y sont entrés. Transition Pro va également jouer son rôle d'instruction des dossiers que nous connaissons bien via le PTP, donc en vérifiant l'éligibilité des salariés concernés, l'éligibilité des projets
et la complétude des pièces, puisque là encore, on est vraiment toujours sur ce même souci d'avoir un dossier bien complet. Et là-dessus, je suppose qu'il y aura une annexe, comme pour le PTP, qui va permettre de vérifier qu'on a bien mis toutes les pièces obligatoires pour le dossier. Quand on prend les projets, leur adéquation financière, l'ingénierie pédagogique et notamment le positionnement de l'école, les tarifs pratiqués par l'OF, comme pour le PTP, nous sommes assez vigilants sur ces sujets-là, puisque forcément, on a beaucoup de dossiers. On peut voir aussi les différences de tarification qui peuvent aussi nous alerter sur peut-être des dysfonctionnements, ou en tout cas des choses à revoir. Alors ensuite, on va également avoir un rôle d'analyse des dossiers. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Même si nous n'appliquons pas les mêmes priorités que pour le PTP, il va rester tout de même une évaluation du projet en termes de cohérence, de pertinence et de perspective d'emploi. Donc, il va y avoir également, de la même manière que pour le PTP, une lettre qui va nous permettre d'évaluer le projet et les démarches qui ont été réalisées pour le valider. Ensuite, si tout se passe bien, le salarié obtient bien son financement. Nous présentons donc les dossiers en commission, nous les finançons, nous gérons les éventuels recours comme pour le PTP et nous payons donc les coûts pédagogiques et les frais annexes. Alors voilà, un peu rapidement peut-être, les éléments sur, sur les rôles de chacun des acteurs. Et je vais boucler, prendre le relais pour qu'on est sûr d'avoir passé l'intégralité du contenu et après on prendra le temps de répondre aux questions qu'il y a, comme ça ceux qui doivent nous quitter pourront le faire en ayant eu l'intégralité du contenu. Donc le dernier zoom, effectivement, il porte sur le rôle des plateformes territoriales de transition collective. Alors, ces plateformes, il y en a de nombreuses en Île-de-France, 14. Alors après, de dimensionnements très différents, puisqu'il y a des plateformes de dimension nationale qui ont été pensées nationalement dans une logique parfois de filière, des plateformes de dimension plutôt régionale. Certaines plateformes sont vraiment spécifiquement positionnées sur les fameux territoires d'industrie, comme par exemple le Grand Roissy ou le Grand Orly, et également des plateformes infra-départementales. Alors, je vais passer sur la slide d'après. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un tissu à géométrie variable au niveau du territoire, porté par différents types de structures. L'objectif de ces plateformes, la finalité de ces plateformes, c'est d'identifier à la fois les entreprises qui décrutent, mais également celles qui recrutent, dans la logique de mettre en relation les salariés en reconversion avec les entreprises qui cherchent à recruter. L'idée également, alors là c'est ce que dit l'instruction, c'est de consolider l'offre de services et de rendre l'ISIP Transco au niveau des territoires, puisque vous l'avez vu, il y a une multiplicité d'acteurs. Donc, l'intérêt de la plateforme, c'est aussi qu'elle peut agglomérer tout ça pour essayer de rendre ce discours un petit peu plus digeste pour les parties prenantes que sont les entreprises ou encore les salariés, et favoriser donc le déploiement du dispositif Transco. Donc, ces plateformes, alors là, c'est pas forcément toujours très clair. Il faut qu'on retravaille ces éléments. On est en train, là, avec la directe, mais aussi les unités départementales de la directe, de rencontrer tour à tour tous les porteurs de plateformes pour aller à leur rencontre, voir quelle est effectivement l'offre qu'ils proposent, leur implantation au niveau des territoires, leur connaissance des entreprises et des secteurs, et puis les zones géographiques qui sont couvertes. Donc, on est en train, de passer en revue tous ces projets. C'est compliqué d'en parler de manière globale puisque c'est très hétérogène. Au niveau de la maturité des projets, certains sont très avancés et d'autres sont encore en train de se construire, ce qui n'est pas surprenant puisque je rappelle que l'appel à manifestation d'intérêt a été publié en décembre avec un temps très court pour se positionner et une instruction des GFP qui a été publiée a posteriori puisqu'elle a été publiée en janvier alors que l'appel à manifestation d'intérêt avait pour deadline le 21 décembre. Donc tout le monde a un peu fait avec les informations dont il disposait à l'instant T, donc tout est en train encore de se construire. En tout cas, on travaille aux côtés de la directe avec ces plateformes pour que tout ça se mette en musique de manière la plus fluide possible. Et quand on aura une visibilité un peu plus étoffée, on manquera pas d'en reparler. Mais au moins, quelqu'un qui souhaite regarder un peu, vous avez les éléments à l'écran qui vous donnent des billes sur qui sont les personnes qui se sont positionnées pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Après, chacun va offrir un service un peu spécifique et va porter sur des secteurs d'activité et des bassins d'emploi qui leur sont propres.
Et pour terminer sur les informations à vous livrer, pour ceux qui doivent nous quitter à 15h30, donc sachez qu'il y a donc une campagne de communication qui est portée par la DGFP avec des outils qui sont individualisables en fonction des structures. Donc là, ce sont des prototypes, c'est en train d'être travaillé et ça devrait sortir prochainement. Donc ça, c'était une première version. Vous allez donc avoir à disposition pour tous les acteurs une plaquette employeur, donc à destination des employeurs. À chaque fois, c'est 4 pages, qui se plient, et une plaquette à destination des salariés pour pouvoir effectivement faire passer le message aux différentes parties prenantes. Et vous aurez donc dedans, normalement, un petit cadre qui contacter. Et là, l'OPCO mettra ses coordonnées, le CEP mettra ses coordonnées, etc. Chacun le prendra à la main de sa structure, mais ça permet d'avoir une communication partagée par tous et diffusable assez prochainement. Donc normalement, et vous avez donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un groupe de travail avec les différentes parties prenantes qui sont associées à ces travaux. Ça devrait normalement être diffusé assez rapidement. On avait parlé de cette semaine, ce sera peut-être la prochaine. En tout cas, c'est imminent. Et j'en profite également donc pour dire que la DGEFP est en train de travailler sur une foire aux questions, puisque beaucoup de questions ont été remontées. Elles sont en train d'être traitées. De la même manière, on attend tous impatiemment la publication de cette foire aux questions qui permettra, de ce question-réponse, qui permettra d'apporter des réponses à toutes les questions que l'on peut se poser, qui à ce stade ne sont pas toutes encore bien clarifiées. Et avant de traiter les questions, je vous mets à l'écran ces éléments. Ce qui est important, c'est de vous dire qu'on propose régulièrement au niveau de Transition Pro des webinaires, à la fois à destination des salariés, à destination des OPCO, à destination des CEP, mais également là, plus récemment, à destination des organismes de formation. Donc l'idée, c'est qu'on essaie de segmenter un peu en fonction des publics, puisqu'on ne parle pas exactement de la même manière en fonction des interlocuteurs que l'on a, et puis on ne va pas dans le même niveau de détail. En tout cas, on a une offre de webinaire assez étoffée en ce moment. Et voilà, si vous cherchez à nous joindre, vous avez effectivement à l'écran comment nous contacter au niveau du pôle partenariat avec nos missions respectives. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je rappelle que donc le PowerPoint que vous avez à l'écran, il est diffusable. Vous pouvez le télécharger, le prendre à votre main, comme ça vous avez une trace de tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. On a donc fait j'ai un écho. On a fait un enregistrement de ce webinaire que vous pouvez aussi repartager ou partager à des collègues qui ne pourraient pas être présents et qui vont vouloir en prendre connaissance par la suite. On le diffusera très prochainement. Et du coup, je propose qu'on réponde aux dernières questions qui n'ont pas été traitées. Et j'en profite pour remercier ceux qui doivent nous quitter plus précipitamment et en leur souhaitant une bonne fin d'après-midi. Mais voilà, je te propose, Françoise, qu'on repalaye les questions. Alors déjà pour démarrer, un retour de Madame Guénaud par rapport à une question sur le FNE qui confirme qu'effectivement le FNE formation peut financer les reconversions internes, les transco par contre finançant plutôt les reconversions externes. Donc ce sera prévu dans la nouvelle instruction FNE pour 2021. Une question sur la forme de l'engagement financier de l'employeur. Quelle est la forme de l'engagement financier de l'employeur ? Alors ça, c'est une bonne question qui nous a pas mal interrogés. Je vous le cache pas. Justement, la question, c'est à quel moment l'employeur peut faire machine arrière, entre guillemets, puisque donc l'employeur va signer son accord de GEPP, il va informer ses salariés, les salariés vont avoir une information collective puis un accompagnement. Et là, il ne sait pas l'employeur qu'est-ce que va vouloir faire l'individu. Si tout d'un coup, il veut devenir, c'est un très mauvais exemple, mais il veut devenir pilote de ligne, ce qui n'est pas tout à fait un métier en tension en ce moment. Mais si toutefois il voulait devenir pilote de ligne, ça fait partie des formations extrêmement coûteuses. L'employeur a peut-être pas prévu tout d'un coup d'aligner, surtout pour les grosses entreprises qui cofinancent à hauteur de 60%. Là, ça peut être un peu dissuasif. Donc là, tel qu'on l'a prévu à ce stade, mais sous réserve aussi des éléments qui vont arriver dans le question-réponse, ça fait partie des questions qu'on a posées. On l'a prévu dans le fameux dossier individuel du salarié, d'avoir effectivement un champ qui permet à l'employeur de s'engager financièrement, sachant qu'à ce stade-là, les contours du projet seront quand même connus. Mais il n'y aura pas encore cette phase de chiffrage très approfondie, mais il sera en capacité de savoir quelle est la formation visée, quelle en est sa durée, quel est l'organisme de formation. Donc, il aura quand même des éléments qui lui permettent déjà de savoir à jusqu'où il s'engage. Mais ça fait quand même partie des éléments qui nous questionnent, je ne vous le cache pas, puisque le chiffrage, il se fait après le dépôt du dossier, après l'instruction. Donc, c'est pas évident de savoir jusqu'où l'entreprise peut finalement, entre
guillemets, rétro-pédaler parce qu'ils jugent que le projet est trop cher. Ça va être, voilà, notamment la question que peuvent se poser les grosses entreprises qui ont 60% du projet à leur charge. Pour les toutes petites, enfin les toutes petites, pas les toutes petites parce que c'est des moins de 300, mais pour les entreprises de moins de 300, la question se posera pas puisque de toute façon, elles ne sont pas partie prenante du financement. Pour les moyennes, entre 300 et 1000, bon, là, à voir, l'impact financier est moins important. Mais pour les grosses, c'est sûr que l'impact financier est très important. Donc, c'est une très bonne question qui n'est pas entièrement répondue à ce jour. Donc, autre question, une fois la formation terminée, le salarié peut négocier son départ. Dans ce cas-là, peut-il demander la démission pour reconversion? Dans le cadre du dispositif démissionnaire, c'est ça la question? Je pense, j'imagine. Oui, je me suis demandé si effectivement c'était bien cela. Mais alors, ce qui est un peu étonnant, alors moi où je vois un obstacle dans cette demande, c'est que dans le dispositif démissionnaire, le projet ne doit pas être débuté pour intégrer le dispositif démissionnaire. Or, si la personne a intégré Transco, ça veut dire que par exemple, elle a déjà suivi la formation, à moins que le projet soit une création d'entreprise. Alors là, j'avoue que je réfléchis un peu aux voix, mais si c'est un projet de formation que cette personne a, elle ne peut pas accéder au dispositif démissionnaire puisqu'elle aura déjà réalisé sa formation. Bah oui, parce que ça reste un dispositif de formation, un dispositif démissionnaire. C'est pas juste je démissionne pour avoir le droit à une indemnisation. C'est ça. Donc, vous avez déjà un premier dispositif de formation et de reconversion. Donc, normalement, on n'enchaîne pas deux dispositifs de reconversion. Donc, on aurait plutôt tendance à dire que la réponse est non. Ce n'est pas possible à confirmer, mais a priori, non. C'est ça. Parce que le projet est déjà débuté. Autre question sur le financement des plateformes. Qui finance ces plateformes? Ah, alors là, c'est un grand sujet. Alors, c'est pas nous. Là, je laisserai effectivement la main à la directe. Il y a des négociations entre les plateformes et la directe ou les unités départementales de la directe. Là, c'est vraiment dans le cadre de négociations. C'est du cas par cas. Et donc, je n'en dirai pas plus puisque ça ne relève pas de nos missions et que je n'en connais pas les contours. Donc, ça, c'est à voir avec les plateformes qui ont bien identifié le sujet, sont déjà en cours de réflexion et de discussion avec la directe. Donc, une question sur la durée des formations. Donc, que se passe-t-il pour les formations qui ont une durée supérieure à 2 ans? Est-ce que le salarié peut faire une demande pour bénéficier du financement via le dispositif Transco pour les 2 premières années et argumenter son plan de financement pour l'année ou les années qui restent, comme ça peut être le cas, par exemple, pour le PTP? Grande question. Aller au-delà de 2 ans. C'est une très bonne question. La question, c'est est-ce que les 2 ans, c'est un critère d'éligibilité, c'est-à-dire un projet supérieur à 2 ans, on ne le prend pas, ou est-ce que c'est un critère maximal, un plafond de financement, ce qui fait que nous, on ne prendra en charge que 2 ans, mais charge à la personne de se débrouiller, entre guillemets, sur la 3e année. Ce que dit l'instruction, c'est que c'est quand même 24 mois ou 2 ans maximum. On est quand même sur une logique de plafond. Donc, a priori, si 3e année il y a, elle ne sera pas couverte par le dispositif transition collective. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire à ce stade. Maintenant, est-ce qu'un projet qui fait 2 ans et demi ou 3 ans, on va lui dire non? Peut-être qu'on lui dira oui, mais on dira par contre, on ne prend en charge que sur les 2 premières années. Charge à vous d'assurer le financement de la 3e année. La grosse difficulté, et c'est un problème qu'on connaît déjà aujourd'hui, puisque le PTP, en gros, on prend 1 an, c'est est-il bon pour Transition Pro de valider les 2 premières années dans le cadre de Transco et de laisser l'individu, donc le salarié, se débrouiller sur la 3e année au risque de créer des situations, par exemple, de surendettement ou autre. Je prends un cas qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui est identifié, sur lequel on travaille, c'est par exemple le diplôme d'infirmier sur 3 ans. Et ben dans le cadre du PTP, on se rend bien compte que accorder le financement sur 1 an, derrière, on envoie un peu les gens en casse-pipe. Donc, ce sera des vraies questions à se poser et ce sera aussi des décisions qui seront prises par la commission paritaire de décider de est-ce que je finance et avec quelle garantie sur la dernière année que nous, on ne pourra pas prendre en charge. Donc, c'est une très bonne question. On n'a pas exactement la réponse à ce jour. Autre question, donc l'entreprise recruteuse peut participer au financement. Est-ce que cela est cadré? Comment ça se passe, on va dire, concrètement? Alors, c'est une bonne question également. L'instruction, à ma connaissance, ne donne pas de cadre précis à l'intervention. Alors déjà, on s'est posé la question, est-ce que ce cas existerait? Peut-être, peut-être pas. Donc, je pense aussi qu'on écrira cette page-là sans doute en avançant. On a tendance à penser que ce sera plutôt un arrangement entre entreprises mais ça peut aussi passer par Transition Pro. Le cadre, il est pas écrit à ce stade et je n'ai pas connaissance pour l'instant d'un groupe de travail qui aurait planché sur ce sujet. Donc, je vais botter en touche sur cette question. Je suis pas en capacité d'y répondre.
Alors, l'entreprise doit-elle à un moment donné justifier de ses difficultés économiques pour avoir recours à Transco, comme pour le FNE où l'entreprise doit être en chômage partiel ou être en difficulté, baisse du CA sur plusieurs mois, etc. Alors normalement, ça on l'a dit tout à l'heure, bénéficier de Transco veut dire qu'on a eu un accord de GEPP. On peut tout à fait envisager qu'une entreprise identifie des emplois amenés à terme à disparaître sans pour autant être à l'instant T en difficulté économique. C'est une négociation qui se situe au niveau de l'entreprise, donc c'est elle-même qui négocie en interne. Alors après, il y a un travail qui est fait par la directe pour recevoir cet accord de GEPP, mais je pense qu'on est plus sur du formalisme que sur de la justification. Dès lors que l'accord GEPP il est correctement formalisé, qu'il est signé, enfin voilà, je connais pas exactement le process de traitement de la directe sur ce point-là, mais je ne crois pas qu'il y ait de remise en question de la validité de l'accord dès lors qu'il est OK dans le formalisme. Après, c'est à l'entreprise de voir si elle a intérêt ou non à aller vers la signature d'un accord de GEPP. Mais c'est pas je sais pas moi une liquidation ou un sujet de cet ordre-là. Encore une fois, c'est une anticipation des mutations à venir. On n'est pas forcément sur des entreprises qui vont très mal, parce que d'ailleurs les entreprises qui vont très très mal, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire des PSE ou des ruptures conventionnelles collectives. Je prends notamment dans le secteur de l'aérien, on a eu confirmation que les grosses entreprises ne pourraient même pas attendre nécessairement Transco parce que la situation s'est tellement dégradée que ça devient trop complexe. Donc c'est pas la cible des entreprises, c'est pas forcément l'entreprise qui est là tout de suite au bord du gouffre. C'est peut-être des entreprises qui sont un peu plus dans une logique d'anticipation à moyen terme. Oui, c'est ce que nous confirme à Madame Guénaud qui dit que la condition est vraiment d'identifier les métiers menacés via son accord de GEPP. Donc, l'entreprise n'a pas à justifier de ses difficultés économiques, effectivement. Voilà, ben, je crois que nous avons fait le tour de toutes les questions. Bon, bah, formidable. Et 15h40, on a tenu le temps avec un petit dépassement de 10 minutes, mais vous avez posé des questions compliquées, on faut le dire, mais c'était bien, c'était riche et intéressant. Ça nous permet aussi, nous, parfois, de reposer des questions qu'on n'avait peut-être pas envisagées ou de se réinterroger. En tout cas, merci de votre présence. N'hésitez pas aussi à nous faire remonter vos commentaires si, d'après vous, il manquait des morceaux, des bribes d'informations dans ce webinaire. Comme on en a encore 2 autres après, s'il manque des choses, dites-le nous. On le prendra pas mal. Au contraire, ça permet de nous améliorer. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne continuation sur Transco, car ce n'est que le démarrage. Il reste beaucoup à faire. C'est ça. Merci à tous, en tout cas. Ça fait du bien. Merci pour vos retours. Bon, en tout cas, voilà, ça a l'air d'avoir été plutôt complet. Merci à Isabelle Guénaud aussi d'avoir complété certaines de nos réponses. Ah oui, c'était très précieux comme ça nous évite de dire des bêtises et de les laisser traîner dans la tête des uns et des autres. C'est ça. On réajuste et on précise au fur et à mesure. Mais c'est vrai que vous avez été fort sur les questions. Hein. Vraiment, moi j'étais presque angoissée à chaque fois que Françoise prenait la parole. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Ne leur dis pas ça, après ils vont aller chercher des questions plus difficiles la prochaine fois. Ça devient le concours. Mais c'est bien, ça enrichit au fur et à mesure. Ouais. Et je pense, comme tu disais tout à l'heure, on n'est qu'au démarrage. Hein. Les questions, à mon avis, plus techniques vont venir quand vraiment on va pratiquer le dispositif de manière opérationnelle. Là, il va y avoir des questions plus pointues encore, là, je pense. Tout à fait. Bon, mais écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme du webinaire. Je vois pas de nouvelles questions. Alors, je vais arrêter l'enregistrement d'ailleurs. Bonne idée. Et voilà.